Bonjour Patrice Duhamel. Bonjour. Vous les avez tous connus, on peut dire, les premiers ministres, les présidents. Ils ont défilé 8 présidents, 25 couples présidentiels. Vous nous racontez ça dans Le Chat et le Renard, c'est du Jean de La Fontaine. Mais c'est la politique qu'on aime parce que c'est la politique humaine. C'est celle qui nous fait comprendre de la petite à la grande histoire. D'abord, un mot sur ce discours de politique générale de Gabriel Attal. Vous l'avez trouvé comment? Convaincant? Je l'ai trouvé très jeune. Donc c'est un vieux qui le dit sans du tout distance, mais très rafraîchissant. Je l'ai trouvé très autoritaire, très libéral, très concret, un peu style Rocard, les cages d'escalier, les boîtes aux lettres, etc., de temps en temps sur des mesures extrêmement concrètes de la vie quotidienne. Après, c'est un exercice difficile parce que les grands discours de politique générale, en général, ce sont les premiers d'un mandat présidentiel. Là, c'est le deuxième Premier ministre depuis 2022. Il reste à peu près 3 ans. Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'est plus le style que le fond. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans le style. Et c'est un des sujets du livre, d'ailleurs, qui le différenciait d'Emmanuel Macron. Oui. Beaucoup plus clair, je veux dire, compréhensible dans le discours, pas de grandes phrases lyriques, des phrases très courtes. Un débit de mitraillette parfois un petit peu dur à suivre. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de chahut, on va dire, dans l'hémicycle. Oui. Forcément. Et alors, il est totalement loyal avec le président, mais les premiers ministres ont toujours intérêt, en cohabitation, c'est une évidence, mais même en dehors des cohabitations, à ne pas être la doublure du président de la République. Oui. Parce qu'à ce ou moment-là, sous la coupe du président, parce que là, on pourrait dire, est-ce que c'est le président Macron qui lui a dicté son discours? Oui, ça, je ne pense pas que ce soit vrai. Que Macron ait relu le discours, c'est probable, ça c'est toujours fait. Qu'il l'ait modifié sensiblement, je ne suis pas sûr, ils en parlent avant. Voilà, mais sur l'architecture du discours, ils étaient d'accord, mais pas sur le détail, la rédaction, etc. Oui, un vrai coup de barre à droite, au fond, l'autorité. Je dirais plus libéral qu'à droite. Il y a 2-3 choses pour l'aile gauche, alors c'est vrai, moins clair que pour l'aile droite, mais la solidarité à la source, par exemple, si c'est mis en place, ça sera quelque chose d'important pour les Français qui sont concernés. Mais des choses très très concrètes, ce qu'on appelle la taxe lapin, là, les patients ceux qui ne vont pas se prendre un rendez-vous, ils n'y vont pas chez le médecin, qui vont payer. Des choses comme ça, où le ménage qui pourra être fait dans les administrations le jour et puis la nuit, etc. Oui, les peines pour les mineurs, des peines, des peines éducatives, mais tout de même, c'est-à-dire que quand on casse, on répare. Oui, exactement. Mais ça, c'est le côté autoritaire et un peu martial du discours. Après, on est d'une certaine manière dans la volonté de réformer jusqu'au bout, dans le style Macron, le dessin ou le cap de Macron, on n'est plus dans on va faire la révolution et on va bouleverser toute la société française, qui était l'objectif quand même en 2017. Ça, on le voyait moins hier, mais c'est tout simplement, je pense, du réalisme politique, parce que quand il manque 40 députés pour faire une majorité, on l'a vu depuis 1 an et demi, il n'y a pas eu la grande loi dont on se dit, oh là là, ça va être terrible, ils vont devoir actionner le 49.3. Même sur la réforme de l'AME, de l'aide médicale d'urgence, et il annonce que ça sera fait par décret. Voilà, donc on sent bien qu'il va éviter les grandes batailles parlementaires. Oui, on sent aussi s'instaurer peut-être déjà le duel avec Jordan Bardella du Rassemblement national. Il a eu des mots extrêmement durs. Il s'est montré en chef de l'opposition au Rassemblement national. C'est arrivé à un moment d'ailleurs un peu étrange à la fin. D'un seul coup, il a fait quelques phrases très fortes d'ailleurs. Alors le message était parfaitement clair, c'est-à-dire je suis le chef de campagne. Oui. Maintenant, d'autant plus que la majorité n'a pour l'instant pas de leader de liste. Mais à la limite, quand on a entendu Attal hier, c'est bien entendu, ils vont être obligés d'avoir un numéro 1 sur la liste. Mais c'est lui qui va mener la campagne. Et je pense qu'il y aura, j'imagine, au courant avril, un grand face-à-face
Macron-Bardella qui fera la campagne, qui dominera la campagne. Un message à la fois personnel et sociétal quand il dit « je suis homosexuel ». C'est la première fois qu'on entend un Premier ministre dire ça à l'Assemblée nationale. Ça, moi, je suis étonné que les médias, depuis hier, ne le soulignent pas assez, parce que je trouve que sur le plan de l'évolution, même de la révolution de la société française, c'est quelque chose de très marquant, de très fort, et je trouve qu'il l'a très bien fait, à la fois de manière très claire, très sincère, mais sans en rajouter, en faisant des phrases derrière, etc. Je trouve que c'était, de ce point de vue-là, ça, j'ai trouvé que c'était un très bon passage. Oui, mais en même temps, on voit bien que les agriculteurs sont insatisfaits, ça continue, il n'a pas réussi à éteindre la colère, donc voilà, il y a les mots et les actes. Oui, c'était une des difficultés de l'exercice hier. C'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'il y a un discours de politique générale au milieu d'une crise lourde. Et donc, je pense qu'il avait le choix, ou bien il y consacrait 20 minutes pour essayer d'éteindre l'incendie tout de suite, ou bien il en parlait c'était très court sur l'agriculture. Il a annoncé une chose très importante, qui est le paiement des aides de la politique agricole commune sur les comptes, très, très concret, sur les comptes des agriculteurs dans les 6 semaines qui viennent, avant le 15 mars. Et puis il y a un fonds pour les viticulteurs, mais pour le reste, c'est tout. Il y a juste la formule, l'agriculture à la française, l'exception agricole française. Alors, ça peut être extrêmement important parce que c'est une référence à l'exception culturelle qui permet au secteur culturel français de bénéficier de toute une série d'avantages, d'autonomie, de liberté par rapport aux règles européennes ou internationales, etc. Donc on ne connaît pas encore le contenu de cette exception-là, mais ça peut être quelque chose d'important. Et alors, très européen aussi. Alors, c'est vrai que, voilà, ça, c'est la ligne Macron. Oui, mais alors, très européen, ça, on le savait. Mais c'était quand même très européen, surtout sur la campagne des européennes. Là, on entre dans le domaine réservé, parce qu'il a cité aussi le Proche-Orient, l'Ukraine, mais c'est allé très vite. Ça, c'est le président qui s'en occupe. Oui. Et au-delà de ça, il n'y a toujours pas de majorité, évidemment, absolue. C'est toujours une majorité relative. Donc le 49-3, usé abondamment par Elisabeth Borne, retour pour le budget à la fin de l'année 2024. Oui, des alliances de plus en plus difficiles avec la droite, peut-être, vu ce qui s'est passé sur la loi immigration, par exemple. Et plus on va se rapprocher de l'échéance présidentielle de 2027, plus ça sera difficile de ne pas utiliser le 49-3. Mais comme on en connaît les limites, j'imagine que le 49.3 sera uniquement pour les textes financiers et sécurité sociale. Alors, il est devenu, Gabriel Attal, la personnalité politique préférée des Français aujourd'hui. Voilà. Et il va faire de l'ombre à Emmanuel Macron. On va parler de votre livre, Patrice Duhamel. Alors, dans le livre, je parle de 13 couples, ceux que je trouvais, je les ai tous très bien connus, mais ceux que je trouvais les plus romanesques. J'adore le romanesque dans la politique. Oui, ça c'est romanesque entre Attal et Macron ou pas ? Je pense que c'est assez romanesque compte tenu des deux personnalités et compte tenu de ce qu'on peut imaginer de ce que ça va devenir, avec un très jeune Premier ministre qui peut, s'il réussit, avoir assez vite une ambition présidentielle, et un président de la République inédit sous la Ve qui ne peut pas se représenter. Ça, c'est un côté aussi romanesque dans les relations personnelles. Il y a une fable pour chaque chapitre dans le livre. J'en ai déjà trouvé une pour Macron et Attal. C'est le berger et le roi. C'est une fable de La Fontaine. Le berger, c'est Gabriel Attal. Le roi, c'est bien entendu le président. Et c'est une fable sur l'ambition et la jalousie. Donc l'ambition, c'est celle de Gabriel Attal. D'une certaine manière, c'est aussi l'ambition d'Emmanuel Macron qui veut laisser une trace dans l'histoire politique française. Mais si la trace, et ça l'obsède tous les jours, il en parle beaucoup, c'est fin mai 2027 d'accueillir Marine Le Pen sur le perron de l'Élysée, on ne retiendrait que ça de ces 10 ans passés à l'Élysée. Et quant à la jalousie, ça n'évoque pas pour moi la jalousie de Macron vis-à-vis de Attal, mais plutôt la jalousie des plus anciens, Édouard Philippe, Darmanin, etc., par rapport à Gabriel Attal. Et la fable est assez bien adaptée, donc je la mettrai dans la prochaine édition. C'est ça, je veux dire, à chaque fois que vous avez des fables sur ce couple présidentiel, il y a De Gaulle Pompidou, il y a Mitterrand-Mauroy, il y a Mitterrand-Fabius, évidemment, il y a Valls. Mitterrand-Rocard, la haine à l'état pur. Valls-Hollande.
Là, il y a l'état pur, mais il y a des moments où c'est tragique, il y a des moments où c'est formidable, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est conflictuel. Et très souvent, ça se termine par le Premier ministre qui est cramé, qui espère, qui a des ambitions, et comme Balladur, et puis qui, à la fin, est cramé. Aucun Premier ministre sortant, même en cohabitation, où c'est eux qui ont gouverné, n'a été élu. Ils l'ont été, Chirac l'a été après, et Pompidou l'a été après. Oui. Mais, en passant par des cohabitations, Premier ministre sortant, il n'y en a eu aucun. C'est une espèce de malédiction de ce point de vue-là. Alors, ça ne serait pas un bon service rendu à Gabriel Attal de la part d'Emmanuel Macron. Voilà, mais comme on est dans l'inédit, tout peut arriver. Bon, enfin là, on en est loin parce que il a été nommé il y a 3 semaines. Rendez-vous au lendemain des élections européennes. Oui, mais si le soir des élections européennes, il y a encore entre le Rassemblement national et la majorité 10 points d'écart, ça sera une forme d'échec pour Gabriel Attal, pour le président également, bien entendu, compte tenu de son ambition européenne, mais ça sera aussi un échec pour le Premier ministre. S'il arrive à réduire significativement arriver devant, ça paraît a priori difficile compte tenu de l'électorat français, mais s'il arrive à réduire l'écart de manière sensible, ça peut être considéré comme un vrai succès politique. Là, vous nous faites aimer la politique, Patrice Duhamel, dans ce bouquin. J'aime bien la chair dans la politique. C'est ça. Voilà. On va vous dire, oui, mais alors regardez, les gens trouvent que la politique, les hommes politiques sont l'objet d'un bashing, comme on dit. Oui, mais je fais la conclusion du livre là-dessus, parce que je prends 2 expressions à 60 ans d'écart. De Gaulle qui dit comment on peut gouverner un pays qui a 258 variétés de fromage, et Macron qui a dit au début de son premier mandat, qui a ironisé pour les Français sur les Gaulois réfractaires aux réformes. On critique légitimement les dirigeants, qu'ils soient présidents ou Premier ministre, quand ils font des erreurs ou qu'ils ont des échecs ou qu'ils ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. Je trouve parfois qu'il y a un bashing un peu excessif et que les Français ont une espèce de schizophrénie par rapport aux réformes qui est quand même difficile à gérer pour leurs dirigeants. Oui. En anglais, il y a une formule qui s'appelle « not in my garden », c'est-à-dire « pas dans mon jardin ». Ben, les Français aiment bien les réformes, mais il ne faut pas que ça les concerne. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On disait, il y a élu, on a 200 jours, je ne sais pas. 100 jours, oui. 100 maintenant, jours, il n'y a plus rien. Avec le quinquennat, c'était avant. On était jugé sur les 100 jours, et il y avait une espèce d'état de grâce pendant 100 jours, c'est terminé ça. Ouais. Maintenant, là, même Gabriel Attal, il n'y a pas 100 jours alors là. Non, il a 150 jours pour les européennes, mais il faut que l'écart se réduise avec la liste de l'extrême droite d'ici là, ça c'est sûr. Oui, Patrice Duhamel, dans ce bouquin, je disais, c'est vrai que vous les avez tous connus. Sauf De Gaulle, malheureusement. Sauf De Gaulle, mais tous les autres. Donc, qu'est-ce qui est marquant dans tout ça? Parce qu'évidemment, on pourrait parler de je sais pas, moi, il y a eu, je le disais, De Gaulle, et puis Debré, même aussi, et puis Pompidou. Il y a eu des moments tragiques, il y a eu l'affaire Barkovic pour Pompidou. Il y a des choses qu'il faut qu'à un moment donné, c'est presque un parcours du combattant. Oui, moi ce que j'ai aimé et ce que j'aime dans la politique, c'est quand on voit les hommes et les femmes plutôt que le président ou la première ministre. Et la politique, c'est ça, parce que c'est, contrairement à ce que certains pensent, il y a beaucoup de Français qui pensent qu'on fait ça soit pour s'enrichir, soit pour ce qu'on a une soif de pouvoir, etc. Il y a sans doute une appétit de pouvoir. L'enrichissement, sûrement pas. Mais je pense que la plupart sont des gens sincères. Voilà, ils veulent faire avancer les choses, ils veulent laisser une trace, très bien. Mais dans tout ce que vous évoquez, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, je crois à tort ou à raison, à une espèce de cassure entre les présidents qui ont connu la guerre, le tragique, le drame, et puis ceux qui sont arrivés après. Et peut-être qu'il y a une nostalgie pour les anciens présidents, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, même si Chirac n'avait qu'une dizaine d'années pendant la guerre, et que depuis c'est un petit peu différent, qu'on a changé de catégorie, mais il faut s'y faire. Tout a changé. Le quinquennat qui n'était pas forcément une bonne idée, les réseaux sociaux, là on ne peut rien y faire, ça va continuer à laisser déferler la haine, les chaînes d'information permanentes, des grandes chaînes d'information comme la vôtre. Il y a eu une accélération au début de l'année 2000, il y a une vingtaine d'années, qui a absolument tout changé dans la politique. Et je pense que
tout le monde, les politiques, les médias, tout le monde a sous-estimé cette grande rupture. Oui, des premiers ministres, on disait tout à l'heure parfois qu'ils se sont cramés. Moi, je pense, je ne sais pas si on dit évidemment Juppé aurait pu être président, il ne le sera pas. Rocard aurait pu être président, il ne le sera pas. Fabius ne sera pas. Voilà, il y a des personnalités politiques de premier plan qui n'iront pas plus loin. Raymond Barre. Voilà, Édouard Balladur aussi. Il y a tous ces hommes d'État qui avaient une dimension présidentielle. Alors certains y pensaient depuis le début, d'autres un petit peu plus tard. Mais voilà, alors on ne peut pas tous les passer en revue parce que c'est des cas Jospin, extrêmement, bien entendu, Jospin, des cas extrêmement différents. Mais il y a toujours, moi, ce qui me fascine, c'est la psychologie. Je ne veux pas faire de psychologie de comptoir, mais la force. Le fait que la relation personnelle, s'agissant de ces couples, entre le numéro 1 et le numéro 2, la profondeur des sentiments, comme on dit, soit de sympathie, soit de confiance, soit de haine, parce qu'il y a beaucoup de haine. Vous parliez de Mitterrand-Rocard. Mitterrand a nommé Rocard pour le tuer. Oui. Et il a réussi. Et on ne l'a su qu'après qu'il le nommait pour l'affaiblir ou pour le tuer. Mais voilà, c'est la politique dans ce qu'elle a à la fois, parfois, souvent de plus grand et parfois de tout petit. Oui, je pense à Édith Cresson, tiens. Ah oui, ça, c'est un exemple. Je la réhabilite d'une certaine manière dans le chapitre consacré au couple Mitterrand-Cresson parce que elle avait une vraie stratégie industrielle. Ils ont été deux depuis la Ve République, Pompidou et elle. Une vraie stratégie, une vraie idée de ce qu'on devait faire en matière industrielle. Mais elle s'est fait accueillir, c'était le machisme puissance 1000, et notamment dans son camp, et beaucoup par les médias. Elle a fait, bien entendu, des erreurs. Bon, tout le monde fait des erreurs. Elle en a fait quelques-unes, mais elle ne méritait pas d'être traitée comme elle l'a été. Et 10 mois à Matignon pour la première femme première ministre de la Ve République, c'est vraiment une occasion manquée. Oui. Alors on peut avoir été Premier ministre et ensuite devenir président de la République, absolument, comme Jacques Chirac. Mais comme même la relation Chirac-Giscard, ça c'est historique. Oui, celle-là je l'ai vécue. Ça c'est extraordinaire, parce que le président qui arrive au Conseil des ministres et refuse de tendre la main à son Premier ministre. Oui, il y a eu des scènes, moi je les ai vécues parce que ça a été court, Giscard Chirac, ça n'a été qu'un tout petit peu plus de 2 ans. Et dès la formation du gouvernement, ils se sont disputés. Ce qui est rare quand même. En général, le président impose ses vues, il a sa liste et le Premier ministre peut ajouter un nom par-ci, un nom par-là, etc. Mais là, je ne rentre pas dans les détails parce que ça concernerait des personnalités qu'on a parfois à tort oubliées d'ailleurs. Mais quelques jours après la nomination de Jacques Chirac, ils se sont disputés sur la formation du gouvernement. Chirac a dit « celle-là, je n'en veux pas », etc. Ça a été très dur et l'incompréhension au bout de 2, 3, 4 mois était absolument totale. Il y avait une incompatibilité d'humeur qui faisait que ces deux personnages ne pouvaient pas s'entendre. Voilà, alors en plus ils n'ont pas parlé, c'est un des sujets du livre, très important pour la vie quotidienne des Français et pour l'autorité du Premier ministre. Ils n'ont pas parlé de la répartition des rôles, qui fait quoi avant. Ça c'est une maladie française, parce que le président considère qu'il a été élu au suffrage universel, donc il a la primauté de manière naturelle, qu'il n'a pas besoin d'aller négocier un partage des rôles avec son Premier ministre. Lui c'est lui, moi c'est moi, avait dit Fabius. Oui, mais c'est ça que j'ai intéressé absolument, que j'ai trouvé intéressant dans le discours de Attal. J'ai trouvé que les premières semaines, la conférence de presse de Macron, avant le discours de politique générale, il y avait beaucoup de lui, c'est lui, moi c'est lui et lui c'est moi. Oui, c'est vrai. Contrairement à Fabius Mitterrand. Oui. Là, hier, j'ai trouvé quand même que Attal commençait à avoir un style qui le différenciait du président. Et c'est comme ça que ça peut marcher de manière harmonieuse. On va voir la suite, c'est trop tôt. Il y a des présidents qui disent c'est moi qui décide. Oui, je décide, il exécute. Voilà, c'était très clair parfois. Oui. Ou alors il y a des relations parfois déçues, comme Balladur avec Jacques Chirac, quand il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Alors ça, c'est la lutte pour le pouvoir dans le même camp. Ça, c'est il faudra peut-être faire un autre livre, il y en a déjà eu, mais peut-être encore un autre. Mais ça, c'est. Mais la haine. Moi, j'ai toujours été très impressionné
par la force de caractère de toutes ces personnalités, je mets De Gaulle à part, mais toutes ont une force, on le voit on parle 10 minutes avec eux, on a compris que c'était pas les mêmes que nous. Mais le niveau de haine entre des responsables politiques, et notamment quand ils travaillent ensemble, ou qu'ils devraient travailler ensemble, c'est quelque chose de très impressionnant. Il y a beaucoup de scènes dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, qui sont totalement shakespeariennes. Oui. Quand Mitterrand licencie Rocard, le rendez-vous de licenciement, il dure moins de 5 minutes. Il se fait virer. Vous me remettrez votre lettre de Premier ministre au début d'après-midi. Oui. Et Rocard essaie de discuter un peu, lui dit « Je voudrais encore mettre au point un texte sur les écoutes téléphoniques ». Légèrement provocateur vis-à-vis de Mitterrand. Mitterrand lui dit mais c'est grotesque, etc. Je veux votre lettre de démission tout de suite, et ça a été réglé. Oui, je pense qu'il y a Villepin, évidemment, avec Chirac, oui. Bernadette Chirac, qui derrière le traité de Néron, la oui. dissolution ratée. Oui. Il y a parfois, ça peut déborder sur le clan familial, l'épouse du chef de l'État. Oui, dissolution ratée. Chirac n'a pas écouté sa femme. Oui. Qui lui dit vous allez dans le mur. Qui détestait Villepin. Qui considérait que tout le mal venait de Villepin. Mais dissolution ratée, c'est extraordinairement romanesque, parce qu'on a su après, je l'explique dans le livre, et j'en ai parlé avec Juppé, qui d'ailleurs confirme bien entendu tout ça, c'est en réalité Chirac voulait dissoudre pour essayer de garder Juppé jusqu'au bout, alors qu'il savait qu'il était... très affaibli par les grandes grèves de fin 95, etc. Voilà. Mais il voulait le garder avec lui. Il y avait une forme d'affection vis-à-vis de Juppé qui dépassait tout. Et ça, si c'est pas romanesque, je ne sais pas ce que c'est. Merci beaucoup, Patrice Duhamel. Merci à vous. Le chat et le renard, c'est pas du La Fontaine, c'est la vie politique française. Et ils sont tous à la fois chat et renard. Voilà, ils sont tous. Alors là, on vous demande à chaque fois qui est le chat et qui est le renard. Ils sont les deux à la fois. Il faut chercher sur chacun de ces duos entre président et Premier ministre. C'est en tout cas passionnant, c'est à l'Observatoire, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Patrice Duhamel. Merci à vous.